m'appelle Jérôme Katz, j'ai 46 ans et je suis commissaire d'exposition indépendant. Ça veut dire que mon travail, grosso modo, consiste à choisir les artistes dont je vais présenter le travail dans des centres d'art qui s'appellent Space Junk en France. Il y en a 3, un à Bayonne, un à Lyon et un à Grenoble. Parler de la liberté d'expression, c'est quand même un peu compliqué parce que c'est un sujet qui est hyper vaste et qui est hyper casse-gueule. Si je peux aborder la liberté d'expression sous l'angle du street art, parce que c'est quelque chose que je présente régulièrement à Space Junk et qui fait partie de l'imagerie en fait. On est sur des images qui sont mises sur les murs. On a beaucoup d'artistes qui vont dire des choses avec de la peinture sur les murs. C'est des slogans visuels souvent. Donc j'ai envie de m'appuyer un peu là-dessus pour parler de la liberté d'expression. Les artistes en tout cas qui sont intéressants dans le street art, je trouve, sont ceux qui généralement ont un discours politiquement engagé et qu'ils soutiennent derrière dans des discussions sur Facebook, sur des blogs, lorsqu'il y a des événements qui vont être plus ou moins importants, en tout cas à leurs yeux. Un des artistes qui ouvre sa gueule, on va dire, d'une manière un peu crue, mais qui dit bien ce que ça veut dire, c'est 215. C'est quelqu'un qui est très présent dans le débat politique, qui va dire des choses et qui va s'engager dans la discussion. Il a vraiment soutenu le travail de Christiane Taubira, par exemple. On peut être pour ou contre, hein, je ne prends pas parti pour ses idées, mais la manière qu'il a de le faire, c'est-à-dire qu'il va s'engager visuellement parlant, ça va créer un débat. Et le débat derrière, il est discouru, il y a un échange, il y a une vraie interaction avec le public. Tout le monde y a accès parce que c'est sur Facebook. Et donc du coup, on se retrouve avec des vrais échanges. Est-ce qu'on peut tout dessiner ou tout dire? Je ne suis pas sûr. J'ai envie de dire que, idéalement, oui. Aller dans la provoque, pas forcément, non. Je pense que ça peut être fait de manière très ludique, très marrante, avec une dose d'humour incroyable. Quelque chose va passer très bien. Et la même chose dit frontalement, ça va être vu comme une provocation et comme quelque chose de méchant et de violent. Donc je pense que la manière de dire peut permettre de tout dire, mais encore faut-il avoir le génie de pouvoir le dire de cette manière-là. Pour faire le lien avec le street art, il y a un artiste par exemple qui s'appelle Banksy, qui est très très connu, qui va faire des pochoirs slogans, mais qui vont avoir une dose d'humour, qui vont intégrer une dose d'humour absolument phénoménale, et qui vont réussir à faire passer des messages très profonds et très durs, d'une manière un peu fun et rigolote. Mais le message va passer quand même. Il y a un artiste comme Goin qui a fait cette œuvre-là, par exemple. Lui, il a un discours beaucoup plus frontal et il y a une dose d'humour qui est quand même là, mais qui est moins forte. Alors là, c'est pas une œuvre qui dit grand-chose, mais il en a fait plein d'autres sur Daesh, sur comment est-ce qu'on investit les colonies, qu'est-ce qu'on fait de l'argent public, ou qui sont vraiment frontalement très fortes, mais où il y a une dose d'humour qui est quand même moins prégnante dans l'œuvre. Et donc ça fait des œuvres qui sont beaucoup plus frontales et beaucoup plus percutantes aussi. Martine Maurice, directrice adjointe de la MC2 à Grenoble, Maison de la Culture. A priori, on ne s'interdit rien par rapport aux artistes. Le plateau est un espace d'expression absolument libre et où on peut y faire certaines choses qui pourraient être totalement répréhensibles en dehors de cet espace-là. C'est un espace protégé. Protégé pour permettre du sens à des artistes d'exprimer un point de vue aussi. Je pense il y a eu récemment beaucoup de bruit autour de Dieudonné et de son expression, mais s'il a été condamné, c'était parce que légalement, il avait vraiment tenu des propos antisémites et fait venir sur le plateau un négationniste notoire. Négationniste, c'est-à-dire qui avait nié l'Holocauste et l'existence des chambres à gaz pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour autant, sur un plateau, on peut parler de l'ascension de Hitler au pouvoir. En tout cas, sur un plateau, on peut dire des choses parce qu'on les met à distance et parce qu'un artiste en propose une explication, un point de vue, une perspective. Et par exemple, sur un plateau, on peut fumer. Oui, on peut fumer sur un plateau. Alors que dans une salle, aujourd'hui, on ne peut pas fumer dans un espace public. Mais la création artistique
a cette capacité à nous faire dépasser, à provoquer de l'imaginaire, à nous emmener dans des endroits de réflexion, de mise à distance et de poésie aussi dans les propositions. Et puis il y a le texte, mais il y a aussi le corps. Il est bien évidemment interdit aujourd'hui de se promener tout nu dans la rue. Or, sur un plateau, on peut être tout nu. Parce que ce qui est mis en avant là, c'est une poétique du corps, c'est un rapport différent à l'espace. Ce que nous offre un artiste sur un plateau, c'est justement d'aller plus loin, mais plus loin dans le sens de nous tirer vers le haut. Pas uniquement de nous ramener vers des choses qui sont extrêmement, qui peuvent être légalement discutables, enfin pas discutables, mais légalement condamnables, mais de nous proposer une vision du monde, de nous proposer une façon de nous mettre en question sur nos agissements, sur la façon qu'on a de se parler entre nous, d'avoir autre chose que de la consommation dans les mains, d'être soumis à des dictates qui peuvent être il faut porter telle marque parce que il faut se coiffer de telle manière. C'est d'être soi tout simplement. Je m'appelle Richard Monvoisin, je fais de la recherche en didactique des sciences sur le campus de Grenoble. J'enseigne la pensée critique aux étudiants. La liberté d'expression, c'est un sujet qui revient très souvent dans les conversations. Est-ce qu'il est légitime de parler de tout, sans limite? Il y a effectivement quelques limites que moi je comprends, que je conçois, notamment des limites sur les dossiers médicaux, des interdictions sur les appels par exemple au meurtre ou à des violences. Mais ceci étant, à part quand il y a vraiment un danger de délit ou de crime, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de limite à la liberté d'expression. N'importe qui doit être libre de pouvoir exprimer ses opinions, même si elles nous paraissent odieuses, et à plus forte raison si elles nous paraissent odieuses. Parce qu'évidemment, si c'est pour appliquer une liberté d'expression qui est valable que pour des gens avec qui on est d'accord, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Et l'important, c'est de ménager la possibilité à des gens qui ont des idées complètement à l'opposé des nôtres, mais même les pires qu'on puisse imaginer, de pouvoir les exprimer, parce que de toute façon, première chose, même s'ils ne les expriment pas, même si on leur interdit de les exprimer, ça ne les empêche pas de les penser. Autant qu'ils les expriment, et si on les met sur la place publique, eh bien là, on peut les débattre, là, on peut les discuter. Et il y a des sujets comme ça qui posent pas mal de problèmes. Je pense notamment à des sujets en histoire où il y a des lois qui interdisent de discuter de certains sujets qui sont chauds. Je ne reviens pas sur les grands personnages négateurs, comme les négateurs des chambres à gaz dont on entend parler souvent. Moi, je suis assez partisan de laisser ces gens s'exprimer de manière à ce que le débat public, scientifique sur la question soit fait et qu'on puisse montrer à quel point leurs thèses sont ignobles, stupides et n'ont pas vraiment de sens. Mais si on interdit à ces gens de parler, bah, ça corrobore l'idée qu'il y a un complot qui veut empêcher qu'il y ait une thèse alternative qui soit développée sur ces sujets-là. Et en fait, ça leur donne du crédit. Ça amplifie, si vous voulez, la bulle autour de ces questions. Donc je pense qu'il n'y a pas de sujet qui devrait être tabou sur le plan des sciences. Il n'y a pas de sujet qui devrait être tabou sur le plan de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On devrait être capable de tout regarder lucidement et de soumettre ça à l'examen critique à tous. Les seules limites que je vois à la liberté d'expression, c'est évidemment l'encouragement à des crimes, bien entendu, à des crimes. À part ça, voilà, libre examen, c'est comme ça qu'on dirait, à l'ancien temps, on dirait libre examen de toutes les thèses disponibles et ne survivront que celles qui ont une vraie substance, quoi, et des vrais faits. Sur la question de Charlie, où est-ce qu'on pourrait, peut-être que je pourrais dire, c'est que on pourrait se dire oui, il faudrait limiter la possibilité à des journaux ou à des individus de s'exprimer sur des choses qui pourraient relever du blasphème. Déjà, le blasphème, c'est un délit qui n'existe plus en France, si ce n'est en Alsace-Lorraine, je crois que ça existe encore, mais je suis bien content que ça n'existe plus, parce que, comme disaient certains philosophes dans l'ancien temps, si Dieu se sent offensé, bah, laissons-le régler le problème lui-même, quoi, voyez. Mais il n'y a pas de réel crime à partir de ça. Alors, je suis d'accord pour qu'on soit assez prudent sur la façon de traiter les croyances des personnes, les croyances que chacun a, mais elles relèvent du privé. Et donc, si on ne peut pas moquer les choses qui relèvent du privé, bah, ça devient vite compliqué. Si on limite sur le sujet de telle religion, on va limiter sur telle autre. Si on limite sur telle autre, on va limiter sur telle opinion politique. Si on limite sur telle autre opinion politique, bah, en fait, on ne discute plus de rien. Moi, je suis assez pour la liberté des gens à blasphémer, je dirais, et à rire d'à peu près tout. Et comme on le sait, on peut rire d'à peu près tout, mais pas avec tout le monde. Alors j'ai choisi d'être ici dans le musée de l'ancien évêché, au lieu du baptistère, parce que justement ça incarne un peu une part de l'histoire un peu cachée et un peu discrète de Grenoble. Et il n'y a pas vraiment de controverse sur ce lieu, mais je le trouvais suffisamment cryptique pour qu'il nous fasse un petit peu rêver. Voilà.
Alors bonjour, Thibaut Leduc, je suis le rédacteur en chef de Télé Grenoble, donc chaîne locale qui est diffusée sur l'ensemble du grand bassin grenoblois. Alors, je suis là pour vous parler de la liberté d'expression. C'est vrai que c'est une thématique qui, depuis les attentats de Charlie, a pris un écho important dans la population, auprès des jeunes notamment. Nous, on n'est pas un média militant, on est une télé locale qui fait vivre le territoire. Je ne pense pas qu'on aurait diffusé avant les attentats les caricatures de Charlie Hebdo. Déjà pour une simple raison, c'est que ça n'avait pas d'angle local, mais même au-delà de ça, s'il y avait eu ce type de discussion au sein de la rédaction, à partir du moment où ça pouvait blesser une partie de la communauté locale, avoir des incidences directes sur notre fonctionnement, on s'adapte, on se met dans le contexte dans lequel on évolue, donc on ne se renie pas et on ne cache pas non plus des choses très graves, mais voilà, la parole libre à 100%, elle existe dans très peu de médias. La limite de la liberté d'expression, c'est aussi de ne pas laisser dire n'importe quoi et sur n'importe quel sujet. Et pour reprendre l'exemple des débats qui étaient organisés il y a quelques années sur Télé Grenoble en direct, les invités qui étaient présents, qui avaient donc la parole, on s'est retrouvé plusieurs fois avec des contestations suite à l'émission et suite à ce que pouvaient dire certaines personnes, parce qu'elles avançaient des choses qui étaient finalement pas vraies, mais qui étaient prises par le téléspectateur comme argent comptant, comme on dit. Et donc il y avait, sous le couvert de la liberté de laisser tout le monde s'exprimer, des fausses infos qui étaient diffusées sur notre antenne. Donc on était plus ou moins responsable, puisqu'on assume l'ensemble des programmes qui étaient diffusés sur Télé Grenoble. Et ensuite, les personnes qui pouvaient être, ou les organismes qui pouvaient être montrés du doigt à travers ces propos, forcément ils se retournaient contre nous. Et c'est vrai que là on était en porte-à-faux dans le sens où on n'avait pas la capacité pendant ces émissions d'apporter la contradiction ou de prouver que ce qu'un invité était en train d'avancer n'était pas vrai, ou de recadrer un peu les propos. Donc on pouvait nous soupçonner d'être complaisants par rapport à certaines déclarations qui étaient faites sur le plateau, ce qui n'était pas le cas. Donc ça faisait une sorte de libre antenne qui nous a rapidement confrontés à une réalité, c'est que les collectivités, notamment locales, qui étaient souvent mis en porte-à-faux dans ces débats, étaient aussi sollicitées par la chaîne par ailleurs pour financer le développement et accompagner Télé Grenoble dans sa démarche commerciale, financière, et les deux se sont très vite heurtés, et implicitement on nous a demandé de faire un choix entre de continuer la liberté d'expression, avec des guillemets quand même, et d'inviter tous les acteurs du territoire, même ceux et surtout ceux qui ont des coups de gueule à passer, mais en contrepartie on ne pouvait pas non plus nous aller demander à une collectivité sur laquelle on avait tapé pendant 2 ou 3 émissions au cours de la semaine. On pouvait difficilement aller lui demander, on pouvait aller lui demander de nous aider financièrement, mais elle avait beaucoup d'arguments, en tout cas de leur part, pour nous dire non, soit vous nous tapez dessus, soit vous nous demandez de vous aider, mais les deux ne sont pas possibles. Et c'est vrai qu'on n'avait pas d'autre moyen que de s'appuyer sur l'aide aussi des collectivités à l'époque pour lancer la chaîne. Donc c'était une situation qui forcément ne pouvait pas tenir longtemps. Charlie Hebdo ou le Canard enchaîné, à ma connaissance, c'est pratiquement les 2 seuls médias en France qui ne dépendent pas d'autres sources de financement que de leurs lecteurs. Bon, je m'appelle Pierre Pavie, je suis restaurateur à Grenoble, j'ai des restaurants, voilà. Et j'ai toujours été grenoblois depuis 1968. Je suis savoyard. La liberté d'expression, vaste sujet. Ce ne sont que des contraintes. C'est incroyable, hein, la liberté d'expression. C'est quelque chose qui est régi presque par de la morale. Et moi qui suis un vieil anard, et qui est donc un homme qui n'aime pas les contraintes, il y a des contraintes qu'on se met d'entrée dans ces histoires, et qui sont celles de la vie en général. Par exemple, la liberté d'expression, c'est de dire qu'on ne pourra pas dire des saloperies à un enfant, on ne pourra pas lui parler de pédophilie. Alors que c'est la liberté de parler, on pourrait parler de pédophilie, on pourrait parler de choses terribles, mais c'est quelque chose qui donne de la vie et du sens à la vie en groupe.
La liberté d'expression, tout seul, tu peux dire ce que tu as envie de dire. Tu peux dire merde, con, bite, fais chier, elle a un beau cul, tout ça. Mais ça, on n'a pas le droit de le faire dans la société telle qu'elle est. Parce qu'il y a ces contraintes. Mais la liberté d'expression aussi, c'est de dire ces curés me font chier, ces ayatollahs, ils me font tout chier. Et puis ces emmerdeurs, ils me font tout chier. Ça, j'ai le droit de le dire en France. Mais j'ai pas le droit de le dire en Russie, j'ai pas le droit de le dire en Chine, j'ai pas le droit de le dire en Arabie Saoudite. Tu vois? Donc la liberté d'expression, ça dépend vraiment d'un endroit. D'un endroit. La liberté d'expression en France, elle me permet de dire, moi ça me fait vraiment chier qu'il y ait des horaires aménagés pour les femmes musulmanes dans les piscines. Voilà, ça m'énerve vraiment. Parce qu'on est en France. Et en France, on a le droit, tous on est pareil, toi et moi, une dame, un monsieur, c'est pareil. Voilà. Mais j'ai pas le droit de te dire, t'es une belle pute. Voilà, ça c'est interdit. Voilà, ça c'est interdit. Et je vais te faire niquer chez ta mère, c'est interdit. Il faut pas le dire, ça. C'est la liberté d'expression. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est plein d'ambivalence. On se retrouve dans la rue, on parle de Charlie, je suis Charlie, mais on était des millions, mais on est tous différents. Tous différents. Et c'est ça qui me fait dire qu'aujourd'hui, on est en train de remettre en cause, tu sais, on s'énerve sur des trucs, on parle de l'islam, on parle des juifs, on parle des catholiques, on parle de ci et là, et tout ça, ça fait un discours un peu nauséabond, c'est-à-dire c'est un discours qui sent mauvais, parce que il y a 71 ans, on sortait les gens des camps de concentration. Dans ces camps de concentration, il y avait 98% de juifs. Et aujourd'hui, il y a des abrutis qui se promènent avec un couteau dans la main pour aller attaquer un prof juif à Marseille. Non mais où on est? Et qu'aujourd'hui le fascisme apparaisse, alors c'est un fascisme d'origine de la religion, c'est ça qui est incroyable, et que on puisse dire encore mort aux juifs, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des juifs, il y a autant de cons chez les juifs que chez les musulmans, ça c'est sûr. Et chez les Français, puisqu'on va dire les juifs, musulmans, français, on va tout mélanger. Mais la vie, c'est un ensemble de raccords, d'acceptation de l'autre, de différence de l'autre, des grands, des petits, des lourds, des moyens, des comme ça. Mais on vit ensemble. On vit ensemble dans une histoire que je n'avais jamais réfléchi à ça avant ces histoires du 7 janvier, du 13 novembre. Moi, j'ai jamais porté de drapeau français. Jamais. Je trouvais ça con. J'en avais même volé un, je peux le dire aujourd'hui. J'avais volé un, la CRS, en 1968 à Grenoble. J'étais monté sur le mur, j'avais piqué un drapeau rouge, un drapeau bleu, blanc, rouge, pardon, parce que moi j'étais très drapeau rouge à l'époque, et j'avais trouvé ça incroyable parce que c'était un geste contre la France que je faisais, un geste de débile, parce qu'aujourd'hui, je pense que toute l'histoire, le passé qui nous a composé, qui a fait que la France est ce qu'elle est, qu'on peut se promener dans un stade avec des hommes, des femmes, les uns à côté des autres, voilà. C'est ça qui fait une vie qui peut être une vie super belle, avec des projets. Et les enfants qui sont aujourd'hui dans une recherche de quelque chose, déjà qu'ils acceptent la personne qui est à côté d'elle. Alors, je suis Anne-Benoît Janin, je suis sociologue et je dirige un journal qui s'appelle Les Antennes, qui est un journal citoyen et participatif. À ce titre-là, par rapport à la liberté d'expression, ce que je dirais, c'est que on ne peut pas. Moi, je publie n'importe quel article à partir du moment où il est écrit par un habitant et à partir du moment où il est censé argumenter et construit. Voilà, je ne dis pas n'importe quoi. La liberté, ce n'est pas le libre arbitre. On ne fait pas n'importe quoi quand on veut, au moment où on voudrait. Sinon, ça serait très très bizarre. Ça ferait une drôle de société. Par rapport au niveau sociologique, en tant que sociologue, ce que je peux dire, c'est que c'est Charlie, par exemple, ils ont défendu la liberté d'expression en faisant quelque chose de légal, mais ça a paru, moi j'ai entendu des jeunes dire « ouais, mais bon, ils l'ont cherché ». C'est embêtant de dire ça parce que si on justifie le fait d'être tué parce qu'on a dit quelque chose qui ne plaisait pas, demain si on vous dit à vous, jeunes gens, vous n'avez pas le droit d'embrasser quelqu'un dans la rue, vous n'avez pas le droit de dire, je sais pas moi, un gros mot, sinon vous risquez de mourir, parce que ça déplaît à certains, ça va être quand même assez terrible comme société.
pour moi, Charlie Hebdo, je n'étais pas une lectrice de Charlie Hebdo, c'était pas mon style de lecture, mais je suis descendue dans la rue parce que je pense que c'est très important que des gens défendent ce genre de choses et le courage de le faire, parce qu'on n'imagine pas combien on s'auto-censure, combien on n'ose pas dire et faire des choses parce qu'on a peur, parce qu'il y a des gens qui nous font peur. Voilà, et c'est ça pour moi la liberté d'expression, c'est ça qu'il faut défendre à tout prix, qu'on ait encore le courage de dire des choses, malgré le fait que les gens nous fassent peur. Il y a des gens qui sont un peu plus héroïques que d'autres et qui le font de manière plus affirmée, et c'est ce qui est arrivé aux auteurs de Charlie Hebdo. Bonjour à tous, je suis Dominique Boyer-Besson, je suis avocat honoraire. Honoraire parce que j'ai terminé ma carrière, mais je reste en ma qualité d'avocat honoraire à la disposition de l'ordre. La liberté d'expression, pour moi, et je crois qu'aucun avocat ne pourrait me contredire, c'est véritablement un joyau et c'est un très grand privilège pour un homme ou une femme que de vivre dans un pays qui se réclame de la liberté d'expression. Mais cette liberté d'expression, elle a été très chèrement acquise, donc elle reste fragile et elle est toujours à la merci d'un mauvais vent, je veux dire d'une mauvaise pensée, donc d'une pensée totalitaire. Son contraire, c'est le dogme, c'est la monarchie, c'est la dictature. Cette idée de liberté d'expression, elle est née au XVIIe siècle en Angleterre, dans le cadre du libéralisme économique, et elle est née aussi plus tard, c'est ce qu'on connaît peut-être mieux, en Amérique, puis en France, dans le cadre de deux révolutions, la Révolution française étant, vous le savez, celle de 1789. Et c'est après la Révolution que, pour la première fois, on a couché sur papier ce que cette liberté d'expression voulait dire. Et on a déclaré les droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789. C'est la base, c'est le socle véritablement de la liberté d'expression et donc de la démocratie. Le législateur a dit « vous pouvez vous exprimer, mais à la condition de ne pas troubler l'ordre public, vous pouvez diffuser vos pensées, mais à la condition de ne pas en abuser. » Il y a eu ensuite donc un grand texte qui est la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme, c'est en 1950, c'est après la guerre. On a à nouveau dit que la liberté d'expression était grande, que la liberté d'expression était première, mais on l'a expressément limitée et on l'a limitée en disant que, attention, vous pouvez vous exprimer, mais à la condition que ne soit pas menacée la sécurité nationale, l'intégrité nationale, la défense de l'ordre, donc l'ordre public, la prévention du crime, la protection de la santé et de la morale, la protection de la réputation et des droits d'autrui. Donc il est évident que tout ça c'est pas simple et que la frontière entre les droits et les devoirs sont plutôt complexes. Donc au regard de ça, je crois qu'il faut que vous reteniez, pour comprendre ce qu'est la liberté d'expression, deux grandes règles. Première règle, c'est qu'il faut admettre le débat, il faut admettre la controverse, il faut admettre la diversité des opinions. Et deuxième élément, et à mon avis c'est le plus important, il faut admettre qu'il n'y a pas une seule vérité, il faut admettre qu'il n'y a pas de vérité absolue et que chacun peut dire sa vérité. C'est ça qui nous permettra de vivre en paix. Mais que devient la liberté, et notamment la liberté d'expression, lorsqu'il faut plus de sécurité? C'est une très grande question. Faut-il un arsenal juridique pour expliquer ce qu'est la sécurité?
Faut-il, notamment cet état d'urgence qui a été prolongé par notre gouvernement depuis fin mai, où en est la liberté d'expression par rapport à ça? C'est une grande question à laquelle vous devrez répondre et votre génération devra répondre. Deuxième interrogation, c'est donc sur Internet. Internet, nous avons cru que c'était l'heure de la liberté. Je dis que non, ce n'est plus l'heure de la liberté et j'ai très peur que nous soyons en fait arrivés à une époque où nous soyons à l'envers. C'est-à-dire que nous sommes maintenant dominés par Google. Nous sommes entre les mains de Google. Google, c'est tout de nous. Google nous guide. Et je pense aussi aux algorithmes. Les algorithmes qui interdisent véritablement une bonne liberté d'expression parce que les algorithmes, eh bien, ils nous orientent et même ils nous devancent. Voilà. Donc c'est un très grand problème sur lequel il vous appartient aussi de réfléchir, et tout ça étant lié, vous l'avez bien compris, à notre liberté d'expression.